ça commence à ralentir, le flot d'entrée. Ah. Ça a-tu du bon sens? On part ça. Excellent. Bon matin, tout le monde. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez apprécié votre journée d'hier également. Ça fait une grosse journée. Hein? On n'est pas habitué d'être assis, écouté à longueur de journée. Bravo. Merci d'être de retour ce matin. Donc, contente de vous voir en aussi grand nombre. On est toujours un peu stressé hein, quand on présente une conférence de dire est-ce que mon titre a été assez accrocheur finalement? Donc, vraiment contente de vous voir, surtout qu'il y avait quelque chose sur les métriques auparavant à 10 heures. J'espère qu'on ne va pas trop se répéter de ce côté-là. Je vais être franche avec vous, une petite angoisse en ce moment. J'ai appris que je n'ai pas mes petites notes dans cet écran-là. Fait que j'avais mes presenter notes pour me rassurer, être super calme. Ils ne sont pas là à matin. Je ne vois pas la prochaine slide non plus. Alors, safe space, right? C'est parti. Donc, on va tout de suite sauter à l'objectif. Vous allez voir, j'ai quand même beaucoup de matière pour vous ce matin. Je vais essayer de finir à l'heure pour que vous puissiez aller choisir la bonne sandwich. Donc, l'objectif ce matin, j'ose croire que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes en intégration continue dans vos équipes ou vous voulez vous diriger dans cette direction-là, que vous cherchez à augmenter la fréquence de vos livraisons, évidemment, tout en gardant confiance. Hein? On ne peut pas livrer puis se retrouver dans des situations imprévues. Et le dernier point, bien évidemment, quand même livrer justement ce produit avec de la qualité. Donc, ce que je veux faire ce matin, c'est vous apporter des métriques et des bonnes pratiques qui vont vous aider à générer des discussions dans les équipes. Donc, vous avez probablement remarqué, j'ai rajouté bonnes pratiques. Ce n'était pas dans mon titre. Mais là, vous êtes là. Vous allez les entendre quand même. Donc, mon nom, Julie Papineau. Je travaille pour Zentelia. Je suis coach, formatrice et de temps en temps conférencière pour ce qui touche à l'assurance qualité. Vous le voyez dans le titre, j'aime beaucoup rayer assurance qualité. Ceux qui me suivent sur le réseau ou qui ont eu la chance d'écouter mon podcast là, sur le sprinkler, vous le savez, j'aime beaucoup remplacer QA par Quality Assistance. Donc, vraiment d'être en mode assistance qualité. Je trouve que de plus en plus, de livrer rapidement en mode DevOps, en livraison en continu, mais on ne peut plus se permettre là, d'avoir, comme à mon époque, de 2, 3 semaines, voire mois, pour tout tester puis de livrer par la suite. Donc, il faut que le QA revoie un petit peu leur positionnement dans tout ça. Puis quand je parle de QA, je parle vraiment de l'analyste qui sont souvent dans chacun de vos équipes. Donc, je trouve que juste de changer le nom, de dire assistance, ça vient changer du mode assurance qu'on relie plus au mode police. C'est sa responsabilité, c'est cette personne-là qui doit tout vérifier. Donc, vraiment, là, une petite twist de ce côté-là. J'aime beaucoup utiliser ce titre-là de mon côté. Donc, j'ai commencé ma carrière il y a déjà un petit moment. Je cache mes cheveux gris. J'étais développeur COBOL à l'époque. J'ai tombé dans l'assurance qualité. Je vous épargne cette histoire. Donc, évidemment, le début de ma carrière, c'était beaucoup en mode waterfall, en mode cascade. Donc, je livrais 2 fois par année. Je travaillais pour une banque, juillet, décembre. J'avais un gros blitz de temps supplémentaire 1 mois avant cette livraison-là, parce qu'évidemment, tout arrivait en retard sur le bureau. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de toucher à l'agilité. Ça date déjà à 2011. C'était sur le projet de La Presse Plus. Donc, si vous lisez votre La Presse sur votre iPad, j'étais derrière cette magnifique équipe il y a déjà plusieurs années de ce lancement. Ensuite, découverte d'une vidéo qui m'a beaucoup inspirée sur hey, je dois revoir comment on se positionne en tant que qualité dans notre projet. Et le dernier projet, qui est celui que je veux vous parler, que je vais vous faire un partage vraiment concret aujourd'hui, c'est sur un projet qui était en 2018. Et ça, c'était la première fois que je devais livrer vraiment continuellement et pas seulement à la fin du sprint. Donc, je ne prétends pas être une experte. C'est vraiment un partage de ce fameux projet qui a été sur une durée de 3 ans. Je vais vous mettre un petit peu en contexte pour que vous puissiez suivre les prochaines diapos. Dans le fond, un projet de 3 ans qui était dans les médias.
Donc, c'est sûr que si vous travaillez aujourd'hui dans le militaire ou de la santé, que vous avez des vies entre vos mains, j'espère quand même vous inspirer des idées. Par contre, c'est sûr que vous allez voir, moi, j'avais un petit peu plus de flexibilité, là. La pire chose qui pouvait m'arriver, c'est que je n'avais pas de pub sur le site Web, parce que c'est ce qui faisait vivre, dans le fond, là, les médias, les journaux. Puis l'autre affaire, c'était au pire, si je n'étais pas la première à être sur la nouvelle, à lancer une notification sur vos téléphones pour vous dire qu'il y a eu un feu, une guerre, que le métro est en panne. Donc, vous allez quand même voir là, au travers de mes suggestions que j'ai peut-être un petit peu plus de flexibilité que vous pouvez l'avoir dans vos projets à vous. Donc, projet sur 3 ans. Dans les médias, on était en agile. On avait 7 escouades qui livraient beaucoup de microservices. Donc, chacun avait là, ses bouts de composantes et tout ça. On avait quand même des bonnes pratiques en place, là, le fameux shift left qu'on entend beaucoup. Donc, beaucoup en amont, à avoir nos three amigos, à se parler, là, la business, la solution, la qualité, tout ça. On essayait, dans la mesure du possible, d'avoir nos cas de test de prêt avant le début du sprint. Donc, c'était vraiment clé en main avec les développeurs pour pouvoir commencer à développer et avoir, dans le fond, ce que j'appelle les réponses à l'examen, savoir ce qu'on était pour tester en bout de ligne. Ce qu'on s'était mis en place, c'est un BIAG. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un Big, Hairy, Audacious Goal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un rêve méga ambitieux, quasi inatteignable. Le nôtre était le suivant. Déployer en production 15 minutes après qu'un dev nous dit « J'ai fini ma story » ou mon récit. Quand même ambitieux? Oui, j'ai des soupirs, là, j'entends des soupirs. Faut savoir qu'au départ, on livrait, comme plusieurs projets en Agile, une fois à la fin de notre 3 semaines. Donc, c'était vraiment ambitieux, mais c'était quelque chose de super fabuleux d'avoir en place parce qu'à chaque fois qu'on prenait une décision pour se protéger, bien, on se demandait toujours, est-ce que ça va à l'encontre? Est-ce qu'on vient se mettre, est-ce que c'est une barrière qui va nous ralentir dans notre livraison, dans notre processus, ou est-ce que ça nous amène vers notre rêve, finalement, de livrer 15 minutes? Je sais, vous vous demandez toutes, Julie, avez-vous atteint ce rêve qui n'est pas atteignable? Non, il n'est pas atteignable. On s'est rendu à 33 minutes, par contre. Quand même fier, quand même. Sur 3 ans. Donc, pensez pas que dans la fin des prochaines 40 minutes, là, vous allez avoir des solutions pour faire ça en 2-3 sprints. C'est vraiment pas le cas. Mais les métriques et les bonnes pratiques que je vais vous apporter, j'ose espérer qu'à chaque petit avancement, bien, vous allez être capable d'enlever quelques secondes, quelques minutes, un gros bloc à un moment donné. Donc, c'est vraiment le but. Puis nous, on avait vraiment ce rêve-là, c'était vraiment affiché. C'était notre mission, on voulait s'en aller vers ce rêve-là. Puis ça a été quand même super important. Avant de commencer à vous partager justement les métriques, parlons de mesurer un petit peu quel était l'objectif. Donc, des chiffres, bien, ça nous aide un petit peu à savoir où on est dans notre processus présentement, la fameuse baseline qu'on utilise souvent. Donc, c'est important d'avoir des chiffres pour pouvoir savoir est-ce que je m'améliore. Le Build, Learn, Feedback Loop, là, hein, c'est super important de Build, Learn, Measure, Learn, Feedback Loop. Donc, c'était vraiment important pour nous de pouvoir mettre en place, de rendre visible où on avait des soucis dans notre cycle de livraison. Donc, c'était pour permettre aux équipes de pouvoir savoir là, où on devait investir nos efforts dans l'amélioration de notre processus. Évidemment, on parle chiffres, danger. Je vous montrerai un chiffre, je vous dis, il fait -4 dehors, tout le monde a une perception différente. Ah, moi, j'adore le -4, c'est vraiment une belle température. L'autre, il fait froid, hein, tout ça. Donc, même chose avec n'importe quelle métrique. Il y a des métriques qu'on peut faire parler un petit peu comme on le désire. On les classe un petit peu dans la catégorie des métriques vanité. Il manque un petit peu de profondeur. Par contre, est-ce qu'on peut en avoir? Certainement. Ça va quand même vous aider, puis je vais vous en présenter aujourd'hui. Il y a aussi l'autre catégorie de métriques qui sont les métriques exploitables. Eux autres vont vraiment vous donner beaucoup plus de profondeur. Ils vont vous aider dans votre stratégie et votre direction. Puis là aussi, je devrais vous en partager quelques-unes aujourd'hui, mais les deux, vraiment importantes. Maintenant, il faut se dire quoi mesurer.
Je suis désolée d'avoir une slide de pizza à 1 heure d'aller dîner. Ça fait longtemps que je la roule, cette présentation-là, puis c'est la pizza. Donc, quoi mesurer? J'adore apporter l'analogie de la pizza parce que quand on pense qualité, on va souvent penser à notre produit final. Là, ça doit être super beau, là, je dois avoir une pizza d'en face, hein, c'est ça? Il n'y a comme pas moyen de m'éloigner du projecteur d'en face. Donc, quand on pense qualité, on pense au produit final. Est-ce que j'ai le fromage? Est-ce que les artichauts, les ananas qui ont été demandés? On pense vraiment à la finalité. Par contre, la qualité, elle commence dès que la personne elle arrive dans le restaurant. Déjà, l'ambiance, quand elle va se faire servir par le serveur qui prend la commande. Est-ce qu'on comprend ce qui est écrit quand ça va aller dans la cuisine? Est-ce que c'est un gribouillis? Est-ce qu'on devrait lui offrir un iPad à ce serveur-là pour qu'on n'ait pas d'erreur une fois que la commande arrive dans la cuisine? Le serveur, un coup qui a pris la commande, en se dirigeant pour aller apporter dans la cuisine la commande, il va se faire arrêter par 3 tables. « Ah, mon verre d'eau, madame, moi, je n'ai pas de ketchup. Ah, vous avez oublié mon assiette. » Délai pour arriver dans la cuisine. Une fois dans la cuisine, comment on processe cette commande-là? Est-ce que le four, on l'a parti le matin ou est-ce qu'on attend 1 heure l'après-midi d'avoir notre première commande de pizza? Puis là, ça prend 20 minutes, préchauffer le four et tout ça. Donc, vous voyez où je veux m'en aller, c'est il y a plus que juste la pizza en soi qu'on doit évaluer. Donc, la cuisine, pour moi, c'est représentatif de nos équipes de livraison et comment on livre. Donc, au travers de la présentation, je vais essayer de diviser la chose en 3 catégories. La première, quelles sont les métriques et les pratiques qu'on a mis en place pour la qualité du code? Ensuite, la maturité de notre livraison. Donc, tout ce flot-là de la commande dans la cuisine, puis comment on livre tout ce produit-là. Et la dernière étape, qui est la qualité du produit. Je pense que celle-là, vous allez probablement avoir le contrôle de ce côté-là. Donc, quand et quoi mesurer? On va prendre un petit peu de recul. On va aller avec un petit peu d'historique. Donc, oui, la boucle de DevOps de Dan Ashby qui a été représentée quand même super souvent. Mais si on prend un recul, début de ma carrière, cascade, comme je vous mentionnais, on livrait 2 fois par année. C'était vraiment vrai, là, juillet, décembre, c'était dans le bancaire. Donc, c'était normal à cette époque-là, il y a quand même une vingtaine d'années, de chercher la perfection sur le produit qu'on voulait livrer. On ne cherchait pas à amener de la valeur rapidement comme on le fait aujourd'hui, parce que le bug qu'on livrait, il était d'en face pas mal longtemps, un gros 6 mois pour ces produits-là. Ensuite est arrivée l'agilité. Là, on a commencé à parler de vouloir apporter de la valeur plus vite que 2 fois par année. Mais la qualité, et c'est encore le cas dans beaucoup d'entreprises où j'ai la chance d'aller coacher, c'est qu'on le voit que la qualité, elle reste encore à la veille de la revue. Hein, quand on finit toutes les stories, puis là, ça s'empile tout. Puis un des symptômes qu'on va entendre dans les revues, c'est « Ah oui, on a fini, mais le QA n'a pas encore regardé. » Ça, c'est souvent des choses qu'on entend dans plusieurs équipes. Donc, on n'a comme pas shifté où est-ce qu'on met la qualité. Puis là, on est rendu à vouloir faire de la livraison en continu, de livrer aussitôt qu'un dev a terminé son code, on veut apporter la valeur en production. Donc là, c'est impossible de se dire un QA a besoin de 2 semaines pour tout tester de fond en comble son produit. Alors, on veut éviter là, cette espèce de gate. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est il faut mesurer vraiment partout. Il faut assurer la qualité à chacune de nos étapes. Donc, quand on entend le fameux shift left, c'est toujours de se dire, bien, j'ai trouvé ça très tard dans ma chaîne de montage. Est-ce que j'aurais pu le trouver plus tôt? Puis comment? Puis quelles sont les métriques qu'on peut mettre en place justement pour voir tout ça? Donc, je décolle. Qualité du code, première section. Hein? Là, on est vraiment au début. On ne veut pas se retrouver avec du code trop spaghetti, de toujours être en mode refactor, tout ça. Celle-là, vous allez la trouver peut-être un petit peu plus plate. Moi, je commence smooth dans la présentation. Je ne vous donne pas tout de suite mes grosses métriques. Donc, on est au début du cycle. Hein, on est vraiment à l'époque à l'étape où on est en train de coder tout ça. Alors, sans surprise, test unitaire. Right? Si vous n'en avez pas, vraiment, recommandation d'aller mettre des tests unitaires en place. Ça va augmenter la confiance des développeurs qui, parfois, justement, ont des bouts de code où ils aimeraient vraiment tout aller réécrire.
et qu'ils n'osent pas trop. Mais en sachant qu'ils ont des tests en place, ils vont peut-être le risquer un peu plus au lieu de caler le refactor au grand complet. Ils vont peut-être aller tenter de faire une petite modif puis attendre de voir si leurs tests peuvent leur donner un feedback beaucoup plus rapide. Évidemment, justement, ça donne un feedback rapide. Si vous avez un QA dans votre équipe pour X nombre de développeurs, bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, je teste une story, j'en ai pour l'après-midi jusqu'à demain. Je ne suis pas disponible pour tester ta story que tu viens de terminer de ton côté. Donc, tu en commences une autre. Moi, je te reviens 2 jours plus tard avec des bugs. Là, tu as fait comme moi, j'ai fait 3 stories depuis ce temps-là. C'était quoi encore ce bout de code-là, tout ça? C'est complexe. Donc, vraiment, de mettre en place des tests unitaires, ça l'a aidé. Par contre, on a voulu suivre les métriques des tests unitaires. Donc, on avait mis en place un outil qui était Sonar Cloud, qui, si vous ne le connaissez pas, là, pour chacune des API, ça vous donne vraiment là, des bonnes pratiques. Ça roule sur le code, ça l'évalue des bonnes pratiques, le code mort, des choses comme ça. Ça peut même aller vérifier les vulnérabilités. Et ça nous donne également la couverture, donc le coverage des tests unitaires. Alors, c'était super le fun. On s'est vraiment fait un tableau avec SonarCube pour dire, bien, quelle API on a des couvertures, quelle API on n'a pas de couverture. Donc, c'est sûr, des fois, on voyait des 30 puis là, on se disait, ouais, c'est pas beaucoup. Mais au lieu de vouloir augmenter le 30 à 80 ou à 90, peu importe le chiffre que vous voulez allouer à vos tests unitaires, bien, on regardait ceux qui en avaient 0, puis on se disait, au lieu de mettre 1 à 100 on va aller plutôt faire des couvertures pour en avoir un peu partout et se sentir un petit peu plus en sécurité de ce côté-là. Donc, encore une fois, super le fun parce que dès que le développeur cherche à aller faire sa PR, son merge, bien, il y avait cette couverture qui s'exécutait et qui déjà disait certaines lacunes qu'on pouvait retrouver. Donc, on avait amélioré un petit peu la qualité du code plus tôt. Et en plus, justement, bien, ce feedback-là fait en sorte que les développeurs vont apprendre des choses au fur et à mesure et modifier leurs habitudes dans le code aussi. Ensuite, accessibilité, performance, SEO. Souvent, quand on va parler performance et même accessibilité, là, ça va se faire très tard dans notre chaîne de montage. Hein? UAT, staging, pré-prod. Puis là, on réalisait qu'on trouvait des erreurs qu'on aurait pu trouver vraiment au départ. Puis là, n'oubliez pas, là, dans ma boucle, là, je suis vraiment là, à code encore. Je ne suis même pas à build puis à deploy. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un outil qui est probablement sous votre nez et peut-être que vous ne le savez même pas, qui est disponible sur Google Chrome, dans la même section où on a les Developer Tools que vous utilisez là, pour voir le networking et tout ça quand vous faites vos tests. Ça s'appelle Google Lighthouse. Super simple. On tape le nom de notre page web. En dedans de 30 secondes, à moins que votre page est vraiment lourde, ça pourrait être juste à la limite d'1 minute, mais en dedans de 30 secondes, on se retrouve avec un autre super beau rapport. Et oui, ça s'intègre dans la pipeline également. Donc, un peu comme SonarCube, ça nous donne des meilleures pratiques. Donc, ça cherche vraiment, je vais prendre comme exemple l'accessibilité. Quand on a un voice-over pour une personne là, qui est non-voyante puis qui va utiliser que quand on fait le tab, le bouton doit avoir un nom à être nommé. Donc, des choses de base comme ça, chaque bouton devrait avoir un nom. Bien, c'est le genre de choses qui va sortir en amont. On n'avait pas toujours du jaune et du vert au départ. On avait quand même du rouge. Donc, ça aussi, ça fait partie de, avant la build, la PR au départ, on avait mis en place Google Lighthouse pour pouvoir attraper des choses un petit peu plus tôt. Donc, des belles métriques de ce côté-là pour vous guider. Et c'est super le fun. Là, je ne l'ai pas dans cette capture-là, mais si on va dans Performance, je pourrais cliquer, faire un expand et ça vous dirait vraiment là, c'est quoi les soucis, là, pourquoi vous avez cette note-là, puis qu'est-ce qu'on a amélioré de ce côté-là. Qualité du code toujours. La dernière chose, finalement une première métrique, vous allez me dire, le Defect Escape Rate. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est les anomalies qui se sont échappées après qu'on a décidé de déployer ou de faire notre build. Alors là, c'était de mesurer qu'est-ce que j'ai trouvé en QA, qu'est-ce que j'ai trouvé en UAT, qu'est-ce que j'ai trouvé en pré-prod, de trouver c'est quoi les patterns. Ah, tous ces bugs-là, c'est parce que finalement, toi, tu pensais développer telle affaire, puis moi, je pensais que c'était pour fonctionner de telle autre façon dans tel contexte. Puis tu n'as pas pensé de le développer ou à l'inverse. Donc, on était capable de voir certains patterns dans les anomalies qu'on trouvait et de mettre en place des pratiques.
Donc, encore une fois, juste de rendre visible, voici nos anomalies, voici ce que ça touche, du fonctionnel, toujours de la performance. Peut-être que c'était des erreurs de design. Mais là, on se disait, bien, OK, on va impliquer le designer un petit peu plus tôt dans notre chaîne de montage. Il va faire une petite revue en local avec le développeur. Donc, c'était vraiment une belle chose qu'on a mis en place. Et ce qu'on a fait avec ça, justement, puis vous le voyez là, dans la case grise, c'est que les QA, parce qu'on se rendait compte de ce qu'on trouvait très tard dans cette chaîne-là, on disait, Colin, il y a des choses qu'on trouve en UAT là, que, avoir pris un moment dès le départ, on les aurait vues, ces choses évidentes-là. Donc, les QA avaient la responsabilité de tester en local. Donc, vraiment, ils étaient capables d'installer un local sur leur poste et de tester. Donc, il y avait cette espèce de petite démo à la fin et le QA pouvait prendre un moment pour tester en local. Avec le temps, de toujours se questionner sur qu'est-ce qu'on a trouvé en QA. J'aurais-tu pu le trouver plus tôt? Ah non, Julie, on ne peut pas les donner. Tata. OK, mais si je fais le même test, mais avec un mock en amont, dans un test unitaire, est-ce que je l'aurais pu le trouver? Ah oui, certainement. OK, bien, on s'est retrouvé à éliminer l'environnement de QA. Au bout de ces 3 ans-là, sur le projet, l'environnement de QA n'existait plus. Et j'oserais même vous dire qu'à 2 semaines de mon départ, on était à un cheveu de retirer l'environnement de UAT. Donc, on était vraiment pour faire local, puis partir pré-prod et production. Donc, quand même, juste pour vous montrer l'ampleur de comment juste des petits chiffres, juste de mettre certaines choses visibles, vont faire en sorte qu'on peut quand même faire des grands pas de ce côté-là. On pense ensuite à la maturité de livraison. Donc là, c'était tout le flow. Je vais vous avouer, ça, c'est ma section préférée. Donc là, on est vraiment partout. Là, on est en train de faire notre PR. On est prêt à faire le release et tout ça. Donc, une des premières métriques qu'on a mis en place, la Story Rejection Rate. Traduction. Combien de fois on a fait des allers-retours sur nos récits, sur nos user stories. Quelques anecdotes sur cette métrique-là. Dans le fond, au départ, on prenait vraiment chacune des stories et on mettait le nombre un chiffre, vraiment un tally sur cette story-là. On a fait 3 allers-retours. Pourquoi? Encore une fois, donc on cherchait vraiment à trouver quels étaient nos patterns. Ah, on ne s'était pas bien compris, je n'ai pas la même perception, tout ça. Donc, encore une fois, mise en place des Chemigos, implication de designers, plein de choses qu'on pouvait mettre en place. Par contre, ce qu'on a réalisé avec le temps, c'est que toutes ces conversations-là qu'on a déplacées en amont. Donc, au lieu de mettre plein de temps à trouver des anomalies et tout ça, j'ai juste shifté mon énergie, je l'ai mis en amont. Et on avait des conversations de Chemigos pour préparer nos co-tests et tout ça. Donc, avec le temps, on les voyait descendre, ces rejets-là d'un récit, là, les allers-retours sur des anomalies. On voyait que ça baissait puis qu'on en trouvait pas beaucoup. Puis quand on trouvait des choses, c'était des choses mineures. Puis combien de fois que, même à l'époque du waterfall, là, je me souviens, je faisais des rapports, voici les 20 anomalies, mais c'est toutes des mineurs, on peut livrer. Donc, c'était la même chose. On trouvait des choses mineures qu'on se disait, mais on aurait même pu, le train aurait pu partir jusqu'en production, puis il n'y en aurait pas eu de problème. Mais on restait avec un souci de fausse croyance. Les développeurs, puis c'est normal, depuis autant d'années qu'on dit hey, « le QA doit tester tes affaires après. » On n'a pas confiance. Hein? Donc, c'est enregistré. Dave disait hier les valeurs limitantes. Puis je pense qu'il y a un atelier, justement, là-dessus aussi ce matin. Donc, on restait avec cette croyance ancrée que hey, « le QA, tu peux-tu checker mes affaires? J'ai fini. » tout ça. Puis là, non, on n'a plus besoin. Bien, cette métrique, on l'utilisait dans les rétros avec les équipes pour leur démontrer que, regarde, sur les 15 stories, il y en a 12 où on n'a absolument rien trouvé, mais on a pris le temps de tester avec vous. On a perdu une demi-heure, 1 heure, puis on n'a rien trouvé. Nos conversations en amont, là, ils portent fruit. Voici les preuves. Donc, vraiment une autre métrique qui nous a aidés de ce côté-là. Une autre chose qu'on suivait, c'était le nombre de déploiements. Hein, on voulait savoir à quelle vitesse on déployait et où étaient nos soucis. Donc, on avait un tableau de bord, un dashboard qui avait été fait avec New Relic, où on était capable, la preuve, il n'y a pas d'environnement QA, on était déjà rendu là. Donc, on se questionnait à savoir, bien,
pourquoi j'ai réussi à faire 146 déploiements en UAT puis que je n'ai pas réussi à en faire 146 en production? On se posait vraiment la question, encore une fois, et on regardait quels étaient les soucis. Est-ce que c'est des tests automatisés qui nous manquaient ou est-ce que c'est parce qu'on avait certaines erreurs qu'on ne voulait pas déployer en production? On a mis en place des choses comme du A/B testing, on a mis en place du déploiement Canary. Donc, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec le déploiement Canary, c'est de déployer, je vais dire au compte-gouttes, aux X minutes. Tout est configurable. Nous, je pense que c'était aux 15 minutes, on faisait un certain pourcentage de gens qui avaient accès à la nouvelle fonctionnalité. Donc, je n'étais pas dans les souliers de CrowdStrike il y a quelques semaines quand ils ont eu leurs gros soucis avec Delta qui n'a pas eu de vol là, pendant 3 jours. Mais peut-être qu'au lieu d'avoir déployé à tout le monde, et là, je parle, c'est un éditorial, Julie, peut-être que s'ils avaient mis en place un Canary juste déployé à certains clients ou quelque chose comme ça, peut-être que ça aurait pu les aider à éviter de perdre autant la face comme ils ont pu malheureusement se retrouver dans la situation. Et une des autres choses qu'on suivait, c'était le nombre de déploiements qui étaient en échec. On avait souvent un souci aussi banal que Jenkins aux 3 déploiements. Les devs disaient, bon, on le sait, là, il ne marche pas bien, puis il faut qu'on relance celui-là, fait que ça nous prend une autre heure et demie pour déployer. Puis on s'est dit, mais c'est quoi ce statu quo d'accepter que, oui, mais c'est de même, c'est de même. Hein, souvent, ça aussi, on a comme souci dans l'équipe, là, on accepte des situations. Puis, fait que là, ça les mettait en évidence. On avait l'équipe de gestion qui s'impliquait et disait, non, attendez, là, on va aller vers l'équipe de DevOps, on va essayer d'améliorer les choses de ce côté-là. Donc, encore une fois, rendre visible, des petites secondes ici et là qu'on se mettait à épargner, qui, avec le temps, a beaucoup amélioré les choses. Maintenant, pour le Change Failure Rate, donc là, on commence vraiment à parler des incidents en production. Puis, on cherche à savoir combien de déploiements nous ont causé un incident ou faire un retour arrière sur notre produit. Donc, techniquement, la mesure, c'est de faire le nombre d'incidents divisé par le nombre de déploiements total. On n'était pas rendu jusqu'à là. Par contre, ce que nous, on avait mis en place, c'était un petit tableau où on suivait les incidents. Donc, P1, P2, P3, c'était la priorité de nos incidents. Évidemment, le P1, c'est le feu est pogné, il faut déployer, tout est down. Puis le P3, c'était pas dramatique, on le corrigera à un moment donné. Donc, on suivait chacun des sprints. Puis, on évaluait. Donc, 6, wow, OK, il y a beaucoup d'incidents P1, là, ce sprint-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a eu comme souci? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Tout ça. On discutait, on mettait en place. Bon, prochain sprint, 2 anomalies. Hey, good job, gang. Je pense que des petits trucs qu'on s'est mis en place, ça nous a aidés. 1, wow, on est vraiment rendu hot. Fait qu'on célébrait là-dessus. Par contre, vous allez me dire, probablement, je suis sûre, c'est ce qui vous trame dans la tête. Vous allez me dire, oui, mais Julie, ça dépend là, si tu as déployé une méga grosse fonctionnalité, le cœur de ton application dans ton premier sprint, c'est peut-être normal que tu aies trouvé plus d'anomalies. Effectivement. Donc là, on commence à tomber un peu dans métrique de vanité que je vous parlais au début, où on est capable de faire dire ce qu'on veut. Moi, autant je peux être super contente de voir les chiffres baisser, autant quelqu'un qui est plus analytique pourrait trouver un autre angle à pourquoi on a ces chiffres-là. Par contre, est-ce que le fait de les rendre visibles nous a quand même permis de mettre des choses en pratique et d'améliorer, optimiser certains de nos processus? Certainement. Certainement. Donc, on a débuté avec cette métrique-là et ensuite, on a évolué un petit peu. Donc, on a toujours pris nos P1 et cette fois-ci, on a ajouté la durée. Donc, on reprend nos mêmes 6 incidents où j'étais un peu triste et les 2 où j'étais si fière. Revirement de situation, je fais parler les chiffres autrement maintenant. J'ai eu 6 incidents dramatiques, mais j'ai impacté mes utilisateurs 2 heures de temps. J'ai eu 2 incidents, mais cette fois-ci, c'est 15 heures que mon client n'a pas pu utiliser son produit ou une fonctionnalité critique. Alors là, vous voyez, ça nous a vraiment aidé de ce côté-là à commencer à vouloir analyser plus profondément ce qui pouvait se passer, puis ça nous donnait vraiment un autre angle. Voyez-vous comment on a shifté peut-être un petit peu là, de métrique vanité vers métrique un petit peu plus exploitable, là, à curiosité. Donc, ça nous amène à la prochaine métrique qui est la mean time to recover.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le temps que ça nous prend pour remettre sur pied notre incident, notre produit, finalement, suite à cet incident-là, pardon. Ce que j'aime faire avec cette métrique-là, c'est qu'on la divisait en 3 catégories. La première, le temps de réaction. Le feu est pogné. Combien de temps est-ce que ça a pris à vos équipes d'être sur la situation? Je vois des sourires dans ce coin-là. Donc, est-ce qu'on a attendu de recevoir l'appel du service à la clientèle? Et c'était vraiment notre cas au départ. C'était à chaque fois le service à la clientèle. Ah, on reçoit des appels, là, puis là, il semblerait que personne ne peut se loguer. Ah, ouais. OK, attends, on va commencer à fouiller. Fait que déjà, le temps entre quelqu'un qui ose appeler le service à la clientèle, tout ça, who knows, c'était peut-être 1 heure qui avait déjà passé avant que la situation se rende à nous. Donc, d'analyser notre temps de réaction, on se disait, bien, Colin, on aurait pu avoir une alerte, du monitoring sur certains microservices. On pourrait rouler des tests en production aux 10-15 minutes pour tester certaines fonctionnalités et tout ça. Donc, on s'est amélioré de ce côté-là juste en analysant notre temps de réaction. Une autre affaire qu'on a aussi mis en place grâce à ça, juste pour vous appuyer là, avec d'autres exemples, service à la clientèle qui nous appelait pour des soucis d'application mobile et on avait toujours un espèce de back and forth. Oui, mais la personne, était-tu sur le 3G? Était-tu en mode paysage? Elle avait-tu la dernière version de l'application mobile? Donc, on a, banal, vous allez me dire c'est banal, mais ça a quand même beaucoup aidé de ce côté-là. On a optimisé la checklist, finalement, du service à la clientèle avec, bien, voici d'autres questions à ajouter puis à vous améliorer pour que quand ça se rende à nous, on puisse vraiment sauter dans le feu de l'action. Puis pendant que j'y pense, parce que je n'ai pas mes petites notes aussi, n'oubliez pas, je reviens au monitoring. Quand on a vu que c'était vraiment une pratique qu'on avait besoin de mettre en place, on avait peur d'oublier aussi, de penser à cet aspect-là. Donc, ramène les TU Amigos, vraiment les conversations en amont. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était aussi fait une checklist de choses à réfléchir pour chacune des récits qu'on discutait. Donc, est-ce qu'on a besoin de penser à la performance? Est-ce qu'on a besoin de penser à la sécurité pour cette fonctionnalité-là? Est-ce qu'on a besoin de mettre en place un monitoring? Est-ce qu'on a besoin de mettre en place une FAQ pour le client pour éviter d'avoir des appels au service à la clientèle? Donc, puis là, je suis juste à la première partie. Là, juste votre temps de réaction sur un incident va vous aider, là aussi, à mettre en place des choses. Donc, toujours à savoir combien de temps ça nous prenait de temps pour nous remettre sur pied. La deuxième portion, c'est, fait que là, OK, on a investigué, on a trouvé. Oui? Question? Oui. C'était pas évident. Donc, encore une fois, c'était, puis tu me devances d'une petite chose, mais je vais y aller tout de suite. Non, ça me fait plaisir. Attendez pas d'avoir des métriques parfaites, puis justement, il faut que je sois capable de la découper, tout ça. Juste de montrer la métrique, puis d'avoir une conversation, puis d'estimer tout ça. Fait que, des fois, c'était, quand on avait les alertes en place, on regardait à quel moment l'alerte avait été taguée dans Slack. Puis on se disait, c'est à partir de ce moment-là. Mais là, ça se peut que tu me dises, ouais, mais Julie, ça ne te dit pas depuis quel moment que le premier client, on l'a peut-être déployé ce bug-là il y a 3 semaines avec l'autre livraison, mais personne n'avait utilisé. Effectivement. Mais on s'améliorait. Fait qu'ayez pas peur de rendre visibles certaines métriques. Oui, vous allez vous faire challenger. Ouais, mais tu n'as pas pensé à telle affaire. Bon point. Comment on peut l'ajouter? Fait que pour répondre à ta question, effectivement, on n'avait pas rien là, de super clean cut, bien découpé. C'était un peu, mais Colin, que ça nous aidait vraiment de ce côté-là. Ça répond? Un peu plate comme réponse, mais ose quand même rendre visible. Puis ensemble, vous allez trouver des solutions. Donc, trouver et corriger la source. Fait que là, j'ai été alertée. Combien de temps ça me prend pour corriger le problème? Ici, ce qu'on s'est retrouvé à remarquer, parce qu'oubliez pas, là, au départ, on livrait vraiment aux 3 semaines, une fois aux 3 semaines. Donc, on se rendait compte que c'était difficile de trouver l'aiguille dans la botte de foin parce qu'il y avait une quinzaine de stories qu'on livrait d'un seul coup. Fait que là, il est où mon code dans tout ça? Il est où la ligne de code qui a un souci? Donc, là, les développeurs ont commencé à réaliser, ouais, c'est vrai que ça nous prend du temps à pouvoir trouver puis vraiment cibler notre souci. Peut-être qu'on devrait commencer à
livrer plus petit, juste une story ou deux. Fait que là, un moment donné, on était à 3-4 stories qu'on bundlait au lieu d'avoir tout le sprint au complet. Puis, on s'est rendu jusqu'à une story à la fois. Fait que là, oui, il a fallu mettre en place des feature flags, plein d'autres affaires là, qui vont avec toutes ces pratiques-là. Mais le fait, encore une fois, d'avoir mis ces métriques-là en évidence nous ont menés à se poser des questions puis à mettre en place des choses. La dernière portion, fait que là, on a corrigé l'affaire. Go, il faut remettre le système sur pied, il faut redéployer. Combien de temps cette portion-là nous prenait? Bien là, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on s'auto-tirait dans le pied avec nos tests automatisés. Donc, on avait vraiment une fierté de dire on avait plein de tests automatisés, on mettait tout dans la pipeline. Évidemment, le plus que je rajoute de fonctionnalités, le plus de temps, le plus de tests, le plus de temps d'exécution que ça va prendre pour exécuter. Donc, j'allais à l'encontre de mon fameux BIAG de 15 minutes. Alors, on a mis en place une stratégie de dire, OK, on va revoir tous nos tests automatisés et on va les regarder d'un œil, de se dire, est-ce que si ce cas de test-là était un incident, on m'appelait pour me dire, ça, là, ça ne marche pas, est-ce que ça serait la fin du monde, une P1, ou est-ce que ça serait une P2 ou une P3? Donc, on a vraiment retagué tous nos cas de test. On a choisi que les P1 et les P2 allaient dans la pipeline. Et les P3, on les mettait à l'extérieur. Donc, il y en a qui roulaient le soir à 4 heures. Il y en a qui roulaient dès qu'on déployait en production. C'est là qu'on roulait pour voir si la couleur du bouton était la bonne couleur, parce que c'était pas la fin du monde si mon bouton n'était pas bleu. Et tout ça. Donc, vous voyez, c'est là que je vous dis, si vous êtes dans le militaire ou la santé, peut-être certaines choses que ça ne s'applique peut-être pas autant. Vous avez moins de latitude que moi, j'ai pu avoir. Mais c'est vraiment des belles choses que, encore une fois, nous, on a pu découvrir, entre autres, de ce côté-là. Ah, par contre, je vais revenir à cette slide-là. Donc, un peu ce que je mentionnais, attendez pas d'avoir tout de parfait. Trouvez-vous une métrique, mettez-la en place. Dans la dernière entreprise où j'ai travaillé, ils sont restés avec, là aussi, une fausse croyance parce qu'ils ont eu une époque où ils ont eu à livrer vraiment rapidement, sous pression, peu de gens dans l'équipe. Donc, à chaque fois que je suis arrivée dans l'entreprise, je voulais mettre en place plein de belles choses, plein de belles initiatives. À chaque fois que j'allais les voir, je les sentais submergés dans l'eau. Oui, Julie, tu as raison, il faudrait qu'on mette ça en place, un bug triage, mais on est débordés, on n'a vraiment pas le temps, mais on va le mettre dans le backlog. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rendu visible. Donc, à la fin de chaque sprint review, j'ai mis en place une revue de sprint. Donc, pour chacun des produits, on prenait le temps de faire une revue. Je faisais un peu mon tableau là, des incidents tantôt. Incident P1, voici le nombre, la durée de temps qu'on était en panne. Et là, on discutait. Là, on remarquait aussi que dans notre backlog, on avait beaucoup de P1 qu'on n'avait toujours pas adressés. Est-ce qu'il fallait les adresser? Est-ce qu'on avait un souci? Ou est-ce qu'il fallait changer la priorité là-dessus? Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans ces revues-là? Moi, je suis arrivée, je disais, voici les faits. Et là, les gens, ah ouais, mais là, ça n'a pas de bon sens, 15 minutes, 15 heures, tu sais, hein? On pourrait faire ça, puis on pourrait faire ça. Puis là, moi, j'étais assise là, puis j'étais comme, quelle belle idée, c'est génial, vraiment. Fait que toutes les idées que je pouvais avoir, que je n'étais pas capable de faire passer, juste de mettre en place, rendre visible, susciter des discussions, a fait en sorte qu'il y a plein de belles optimisations qui ont été faites. Donc, pour les plus habitués, vous avez probablement remarqué que j'utilise les métriques d'Aura de DevOps. Donc, ce n'est pas un secret, oui, hein, c'est ça. C'est comme moi, finalement, c'était plate, son affaire. Non? OK, merci. Donc, il y a des tableaux aussi comme ça que vous pouvez tout simplement utiliser avec votre équipe, là aussi, pour commencer à générer les discussions. Donc, les mêmes métriques qu'on regardait depuis tantôt, là, notre fréquence de déploiement, notre temps pour se remettre sur pied, le change failure rate. Puis, dans ce tableau-ci, c'est une catégorisation pour savoir votre équipe, elle est à quelle maturité. Est-ce qu'on est une équipe débutante, donc dans la section low, ou est-ce qu'on est une équipe vraiment rapide? Puis là, on peut faire un peu comme le health check en agilité avec les équipes. On peut s'évaluer, puis là, on pourrait se dire, bien, nous, on déploie une fois par semaine ou une fois par mois, donc on est dans cette catégorie-là. Qu'est-ce qui nous manque pour passer à la prochaine catégorie? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place? Donc, encore une fois, aussi simple que ça, peut-être pas autant métrique, mais un super tableau qui peut vous aider à générer des discussions dans vos équipes pour vous aider à améliorer votre fréquence de livraison. On achève. Donc, dans le tableau, il y avait justement le lead time et le cycle time.
Donc ça, c'est la distinction entre du moment où j'ai une initiative ou une épique là, qui rentre dans mon backlog jusqu'à sa livraison en production, ou du moment où on commit le code jusqu'à la livraison en production. Comment on a suivi cette information-là? Dans Jira, il y a un super rapport dans la section rapport où vous allez voir là, vos rapports de vélocité et tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà exploré celui-ci. Ça s'appelle le Control Chart, graphe de contrôle, je crois, en français. Puis, dans le fond, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on mettait les dates de notre sprint et chacun des points et les stories qui ont été livrés et le nombre de jours que ça pouvait prendre. Donc, ici, je vois que j'ai une story qui me prenait 20 jours, tandis que ma moyenne va tourner autour d'un 5-6, puis parfois, j'étais capable de livrer en dessous. Donc, ce qu'on faisait, c'est pas nécessairement à tous les rétros, mais à 2-3 rétros, on était avec nos Scrum Masters. Donc, peu importe votre rôle dans l'équipe, là, vous êtes capable d'apporter toutes ces métriques-là. Ça n'a pas besoin d'être le QA. Je sais que je parle beaucoup de la position d'un QA, mais un PO Scrum Master, là, je vous invite vraiment à apporter ces métriques-là et dire, cette story-là, comment ça qu'elle nous a pris 20 jours à livrer? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on réalisait? Code review. Ça pouvait rester en code review pendant des jours. Ah ouais, mais un tel était en vacances. Hein? Culture du héros. Dave n'est pas dans la salle. Hein? Ouais. Culture du héros. Donc, bien là, OK. Est-ce qu'on forme l'équipe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande à tout le monde qu'à tous les jours, avant de partir, il faut absolument que tu t'assures de dépiler? L'équipe a mis en place des choses. Autre chose qu'on pouvait remarquer, ouais, mais la story était beaucoup plus grosse qu'on avait anticipé. Là. Moi, je pensais que c'était juste ça. Mais là, le QA avait des affaires, puis elle pensait à d'autres cas, puis ci, puis... Ou le design, finalement, n'était même pas prêt, mais on s'est commis à prendre cette story-là dans le sprint. Ah ouais? OK. Three Amigos, on est en amont. Comment on peut mieux découper, mettre nos stories plus petites, tout ça. Donc, encore une fois, graphique, visuel, qui nous aide à se dire, on a une petite lenteur ici, qu'est-ce qui se passe, puis comment on peut s'améliorer de ce côté-là. Le dernier point, l'automatisation. Je vous en ai un petit peu parlé tantôt là, sur le temps d'exécution, comment on a pu optimiser notre temps d'exécution. Fait que celui-là, je vais le sauter rapidement. Le dernier, c'était de suivre notre dette d'automatisation. On avait la consigne que, parce que, justement, on faisait le Three c'est que tous les codes tests étaient prêts. On avait les discussions en amont avec le développeur pour dire, voici mes codes tests, celui-là, je le veux automatiser. À quel niveau de la fameuse pyramide qu'on va voir à la prochaine slide, on veut l'automatiser. Donc, pas mal le développeur avait clé en main là, pour tout savoir ce qu'ils avaient à faire. Donc, la dette qu'on avait était vraiment avant de mettre en place toutes ces bonnes pratiques-là. Puis là, c'était facile, on était capable de dire quel code test on n'avait toujours pas d'implémenter, qu'on voulait mettre en mode automatisé. Mais là, il y en avait beaucoup. Fait que là, pour tel API, il y en avait 100, puis pour tel autre API, il y en avait 70 qu'on aurait voulu automatiser. Par où commencer? On a pris le même mindset que pour l'exécution des test cases. On a regardé chacun des codes tests, on leur a mis une criticité. Si c'était un incident, est-ce que ça serait la fin du monde? Si oui, P1, c'est par eux autres qu'on commence à automatiser de ce côté-là. Donc, on a utilisé la même stratégie de ce côté. Fait qu'on a essayé, plus ou moins, de mesurer notre pyramide de tests. Puis au début du projet, elle était vraiment le fameux cône qu'on voit à gauche. On avait beaucoup de tests bout en bout, parce que c'était le QA, automatisation, qui avait la responsabilité de faire nos tests bout en bout et tout ça. Donc, avec le temps, puis on utilisait, si vous vous souvenez au début, là, le Sonar Cube, là, j'étais capable de voir le pourcentage. Fait que j'avais ma mesure pour mes tests unitaires. Où c'était difficile, c'était un petit peu avec nos tests d'intégration, tout ça, là, avec Postman et tout. Mais on était capable de faire une tentative d'image. Certaines équipes, c'était ces deux-là. Certains, ça ressemblait à un sablier. Je n'avais pas beaucoup de tests d'intégration, mais j'avais beaucoup de unitaires, beaucoup de bout en bout. Donc, on s'est mis à se questionner. Hey, j'ai trop de tests de bout en bout. Donc là, on regardait avec les développeurs. Hey, tel test. On est-tu capable de, au lieu d'avoir la bonne donnée à la fin, est-ce qu'on est capable de le mettre en test d'intégration avec un mock? Puis ça nous donnerait confiance plus tôt parce que je l'exécuterais plus tôt dans ma chaîne de montage. Donc, on s'est vraiment mis à se questionner de ce côté-là. Ce que les QA se sont mis à réaliser aussi, c'est en ayant ces discussions-là, parce que combien de fois qu'on n'est pas impliqué dans les tests unitaires? Ça, c'est l'affaire des devs.
Hein? On n'est vraiment pas au courant de ce qui se passe. Et les QA, finalement, réalisaient « Colin, il y a plein de tests que vous avez en place que moi, je reteste manuellement parce que je ne suis pas au courant que vous avez mis ces tests-là. » Donc, les QA aussi perdaient beaucoup de temps en exécution manuelle et réalisaient que, bien, Colin, je pourrais avoir confiance, là. Il fallait juste qu'on se parle et qu'on le sache de ce côté-là. Donc, on a vraiment, au fur et à mesure, on essayait de déplacer nos tests bout en bout à d'autres sections, vraiment des découper un petit peu plus petits pour pouvoir les exécuter les plus proches de l'environnement du local, là, finalement. Donc, encore une fois, métrique pas super peaufinée, mais qui nous a quand même aidé à avoir un petit guide d'une direction et de prendre des décisions de ce côté-là. J'ai eu mon signe qui reste 5 minutes si je veux vous laisser le temps de me poser des questions, fait que je vais y aller vraiment rapidement sur la dernière portion qui contient justement un petit peu moins de métriques. Je vous l'ai dit, c'était vraiment la section qu'on vient de passer là, qui était la plus importante pour moi. Donc, qualité du produit. Hein, on est à notre pizza finale. On est en production. Il nous reste à faire du monitoring, de l'opérationnalisation de notre produit. Donc, moi, j'aime dire qu'il y a 3 axes sur la qualité du produit. Premier axe, est-ce que c'est tel qu'il a été demandé par les parties prenantes? Est-ce que l'utilisateur final, lui, est content de ce qu'il y a entre les mains, même si nous, on a tout fait check, on se pense super hot? Qu'est-ce qu'en pense vraiment le public ultimement? Et est-ce que les solutions, les technologies qu'on a mises en place supportent le produit et l'utilisation? Donc, rapidement, le premier, tel que les parties prenantes ont demandé, on s'est juste assuré d'avoir en place cette matrice de traçabilité-là entre voici les récits, les initiatives, voici les codes tests, est-ce que tout est linké, est-ce qu'on a tout exécuté nos codes tests qui s'alignent de ce côté-là. Fait que ça nous aidait. Fait qu'on est plus dans les bonnes pratiques là, que les métriques à ce point-ci. Mais la matrice de traçabilité nous a certainement aidé à pouvoir nous rassurer qu'on répondait à ces besoins-là. Ensuite, savoir, mais même si moi, là, j'ai tous mes checks, là, est-ce que l'utilisateur final il est super content? Alors, qu'est-ce qu'on vérifiait? Entre autres, pour l'application mobile, ben, on fouinait les commentaires sur l'App Store, les étoiles, on regardait les choses de ce côté-là. Les incidents, ben, je pense que je vous ai parlé là, de tous les mean time to recover et tout ça. Donc, de suivre les incidents, les types de priorités, notre temps. La dernière portion, on regardait, c'était l'abandon des utilisateurs. Donc, dans leur parcours sur notre produit, on utilisait Hotjar pendant un moment parce que je pense qu'après, il y avait quand même un souci de peut-être confidentialité et de sécurité là, avec ce produit-là. Mais on a utilisé Hotjar pendant un moment pour voir, bien, dans le parcours, tout le monde abandonne souvent à cette étape-là. Pourquoi? Puis là, des fois, on réalisait, on a un bug, mais juste sur Safari ou ben, c'est le design à cette étape-là. Donc, ça nous aidait de ce côté. Notre produit avait aussi des abonnements. Donc, parfois, on avait les désabonnements qui chutaient. Donc là, c'est, oui, mais pourquoi? Mais on ne sait pas. OK, on va mettre en place des sondages. Donc, quand les gens quittaient, on mettait en place des sondages. Donc, ce genre de choses qu'on pouvait suivre de ce côté-là. Et Build It the Right Way, ben, qu'est-ce qu'on faisait grâce à New Relic et avec aussi Firebase de Crashlytics? On suivait les crashs des applications mobiles. Une métrique qui est souvent oubliée d'être suivie, mais je suis sûre qu'il n'y a pas grand monde ici que quand une app que vous utilisez à tous les jours crash, je ne pense pas que vous avez le réflexe de prendre le téléphone puis d'appeler le service à la clientèle. Donc, une métrique qu'on pouvait suivre qui nous aidait justement à s'assurer que le produit final était vraiment en bonne condition, là, si je peux le dire de cette façon-là. Et je vous ai parlé aussi au travers de la présentation là, sur le monitoring, les alertes. C'était des choses qu'on gardait l'œil dessus là, via notre Slack. C'était connecté avec notre Slack de ce côté. Voilà. J'espère qu'il y a un petit quelque chose dans cette présentation-ci qui vous inspire ou qui vous donne une idée pour autre chose dans vos contextes à vous. Mais c'était le partage que j'avais à faire aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole pour vos questions. Merci. Je prends les applaudissements avant. Là. Ouf, ma job est fini. J'ai une première question ici au fond. Avec
Dans ce cas-ci, on était vraiment, c'était un journal, c'était pour Québécois, c'était Cube Musique et Cube et TVA qu'on lançait. Donc, pour certaines fonctionnalités, des fois, c'était juste un tutoriel qui pouvait popper au début pour dire, ah, voici des nouvelles fonctionnalités. Avec Cube Musique, on avait des courriels qui partaient une fois par mois qui disaient un peu aux utilisateurs, hey, voici la nouvelle affaire, maintenant tu peux faire un favorite dans ta bibliothèque et tout ça. Donc, c'était des façons de cette façon-là. Puis, j'étais pas beaucoup sur des produits à l'interne comme pour l'autre département ou des choses comme ça. Par contre, si je repense à la presse, qui était quand même un peu avant toute cette époque-là, c'était des release notes pas mal à l'interne qu'on communiquait, mais c'était pas mal ça. Oui? Oui? On va essayer de les retrouver rapidement. On cherche vraiment à aller chercher cette pyramide-ci, ultimement. Oui, parce que le plus qu'on va avoir des tests très tôt dans notre chaîne, fait que vraiment au début de notre book, c'est vraiment ces tests-là qui vont s'exécuter. Ils prennent beaucoup moins de temps à s'exécuter et rapidement, le développeur va avoir un retour. Moi, j'appelle ça les QA whisperers. Là, on a les dog whisperers puis les horse whisperers. C'est comme ça, je chuchote à l'oreille du développeur que tu as un problème. Au lieu d'attendre 2-3 jours que moi, en tant que QA, je suis disponible pour tester ta chose. Puis, en haut, sont très longs à maintenir. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur notre projet, fait que là, nous, on avait vraiment divisé là, la responsabilité de cette façon-là. On voulait que les devs, tout ce qu'on décidait qui était un test unitaire intégration, c'était le développeur qui le livrait avec sa story. Fait que ce n'était pas le sprint d'après qu'on automatisait. Et le QA automatisation, qui était aussi attitré à chacune des équipes, livrait les types systèmes. Ce qui est arrivé avec le temps, c'est que nous, dans notre projet, c'était les développeurs qui avaient la responsabilité de livrer jusqu'en production. Donc, à un moment donné, quand ça plantait sur nos tests bout en bout qui avaient été faits par notre QA automatisation, bien, on a réalisé avec le temps qu'on a commencé à se recréer un autre silo, un autre goulot d'étranglement où, ah oui, bien, j'ai cliqué, je veux bien déployer ma story, mais je ne sais pas pourquoi ça plante dans ces tests-là. J'ai besoin de Stéphane pour m'aider avec mes tests. Donc, avec le temps, il y a eu une décision prise par les équipes que les développeurs étaient pour livrer parce qu'on n'en avait pas beaucoup à la fin des tests end-to-end. Donc, ils ont dit, de la merde. On prend la responsabilité. On s'est vraiment retrouvé à mettre à pied les QA automatisation même dans ce projet-là, tellement que les développeurs ont comme pris toute la charge. Donc, les QA assistance étaient vraiment beaucoup en amont à tout préparer, tout ça, puis à essayer de donner le plus clé en main pour que le développeur puisse livrer sa story. Moi, j'appelais ça de prendre le ballon de football là, puis de partir pour le touchdown qui était d'aller en production. Ça répond? Parfait. Oui, question fond. Oui. Oui, tout à fait. Honnêtement, ta question est super bonne. J'étais plus vraiment gestionnaire que technicienne. Hein? Moi, l'équipe faisait tout pour moi. Exactement. Oh, oui, comme s'il était dans son QA, il popait l'environnement là, sur leur local, puis il était en mesure de faire certains tests. Fait que beaucoup de tests fonctionnels qu'on attendait de faire en QA, finalement, on le faisait plutôt en local. Fait que quand on arrivait en QA, il y a beaucoup du check, là, des critères d'acceptation qui avaient été faits, puis là, on pouvait tomber dans du test exploratoire. Fait que c'est pas qu'on n'avait pas de test manuel, mais on tombait plus dans du test exploratoire, puis faire comment, OK, à quoi j'ai pas pensé, puis si telle personne fait ça. Fait que oui, mais on peut s'en jaser, mais j'aurais pas beaucoup plus de détails, là, mais si tu parles avec tes développeurs, puis tu dis, bien, qu'est-ce qu'ils ont de besoin sur leur machine, les QA, pour pouvoir tester les choses, bien, souvent les devs vont être capables de... Oui. Oui. Pour les autres environnements, fait que ce qui se passait, c'est qu'on déployait, là, c'était vraiment la pipeline, c'était vraiment nos tests, fait qu'on se basait beaucoup sur nos tests automatisés. Au départ, comme je disais, on avait l'environnement de QA, UAT, fait qu'on avait quand même un stop, on faisait des tests. Fait qu'on se rendait jusqu'à la pré-prod, mais là, on ne déployait pas jusqu'à temps que quand même le QA prenne le temps. Fait que mon code, il était prêt, il était comme à la porte de la production, mais on avait vraiment un stop.
Puis là, c'était comme une étape manuelle de déployer au début. Puis là, on disait, ben, OK, le QA, parce que c'est telle fonctionnalité, on veut faire une petite étape de test, ou parfois, il pouvait avoir qu'on avait besoin d'un utilisateur à l'interne qui fasse un test vraiment, le user acceptance et tout ça. Mais avec le temps, avec les questionnements, on s'est rendu que la plupart des tests manuels pouvaient se faire dans l'environnement intégration. C'était comme dev intégration, là, vu qu'on faisait le CI. Là, fait qu'à tous les jours, on intégrait tout le monde. Fait qu'on était sur un trunk-based aussi development. Ce n'était pas full branching et tout ça. Là. Fait que voilà. Ça fait plaisir. Oui? Oui? Jusqu'à mon 33 minutes, là, de livrer 3 ans. Oui, 3 ans. D'autres questions? Vous pouvez me trouver dans les corridors. Je pense que je flash assez avec mon manteau vert. Bon appétit. Sinon, je suis au kiosque de Zentelia, donc gênez-vous pas de me saluer. Bon après-midi. Merci tout le monde.